J'ai une question. Oui. Quand vous canalisez et que vous écrivez ce livre, quelle est la proportion de teinture que vous mettez de vous-même dans les paroles? Excellente question. C'est même la question. Hein. Alors, petite parenthèse du tome 2. Dans le tome 2, le Bouddha de la compassion expliquera qu'en gros, j'ai pas intérêt à dévier de son enseignement, quoi. Donc je n'ose pas trop mettre de moi-même dedans, quoi. Et il explique en gros, et ça a été très difficile hein, pour moi, hein, il explique en gros que je dois être en diète quand j'écris. Et pour écrire en fait les 2 tomes, vraiment le premier jet, si tu veux, le corpus des 2 livres, ben, on était au Costa Rica pendant 1 an au même endroit et pendant 6 mois de cette année, voilà, j'ai dormi sous une tente dans la jungle. Voilà. Donc entre novembre 2024 et mai 2025, donc on est rentré en juin là, toutes les nuits je suis allé tout seul dans la jungle dormir avec juste mon texte en fait. Ça a été assez long parce que je me suis pris les pluies tropicales, j'ai fait des vidéos assez humoristiques sur ma chaîne où on me voit sous ma tente Décathlon en train de, voilà, de se faire rincer, etc. Et en fait, moi je canalise pas comme ça dans ma vie de tous les jours. Je dois vraiment ouvrir un espace sacré dans lequel je suis dans une certaine discipline. Voilà, je dois me discipliner au niveau de voilà de ma vie sociale, de ma vie amoureuse, de ma vie de ce que je mange, etc., de ce que je bois. J'ai plein d'interdictions quoi. Et là, je canalise le texte. Voilà, c'est le premier jet qui sort d'un coup quoi. Ce premier jet, malgré la diète, est parfois encore voilà, il y a des scories, il y a des choses qui viennent de moi, il y a des phrases où je me plante, il y a des chapitres qui sont pas forcément très bons. Et c'est là que commence vraiment le travail, c'est-à-dire que je me relis en présence, si tu veux, des esprits pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Voilà, c'est en fait chacun de mes livres, je les relis en moyenne 50 fois. Donc vraiment, Amour, Force et Lumière, je les relis tous les jours. Je le relis, je le réimprime. Oui, ça fait beaucoup de feuilles de papier. Hein. J'ai un deal avec la forêt, ok, tu peux quand même faire ton boulot d'écrivain. Mais j'imprime le livre, je le relis. Je vais me coucher avec ma lampe frontale, je le relis aussi souvent couché, c'est un petit peu mon rituel. Je fais ça le soir avec ma lampe rouge, quoi, pour déranger personne. Voilà, je fais les corrections le matin, je réimprime et je le relis le soir. Je refais les corrections le lendemain, etc. Et en fait, il y a un côté assez viscéral, c'est-à-dire que quand je sens que c'est bon, quoi. Quand je sens que c'est vraiment l'aigle, voilà, il me le dit, c'est bon. Mais tout ce qui n'appartient pas à l'esprit que je canalise, je l'efface. Donc en fait, mes livres, ils sont en général 2 fois plus petits que le premier jet. Donc je les fais vraiment rétrécir. Et il y a eu une vidéo que je me suis filmé, j'ai un petit peu pour une fois documenté l'écriture d'un livre. Donc quand j'étais au Costa Rica, je me suis filmé en train d'écrire. Et il y a une vidéo que je mettrai un jour en ligne où je montre en fait le manuscrit du premier jet qui est épais comme ça. Et ensuite, j'explique qu'en gros, je vais devoir maintenant le faire maigrir, quoi. Il va diéter aussi. Et tout ce qui est du Laurent Hughley, en fait, je le jarte, quoi. Et c'est un travail spirituel assez, comment dire, prenant, quoi. La première fois que j'ai travaillé sur un livre avec ce mode opératoire, c'était Mère, et en fait, ça a été très très douloureux pour moi de jarter la moitié du livre. En gros, Mère fait à peu près 500 pages, mais le manuscrit faisait 1000 pages. Et il y a 1000 pages que j'ai enlevées, il y a 500 pages, le lapsus, il y a 500 pages à peu près que j'ai enlevées parce que c'était du délire de Laurent, quoi. Voilà. Et c'est aussi un conseil pour les personnes qui écrivent, voilà, c'est un petit peu un de mes projets un jour d'aussi un petit peu peut-être coacher des personnes qui écrivent des livres, quoi. L'erreur vraiment de la personne qui débute dans l'écriture, c'est de croire que tout ce qu'on écrit c'est bon, quoi. C'est-à-dire que j'écris un livre, voilà, qui est comme ça épais, et c'est ça que je vais présenter à un éditeur. Non. En fait, une fois que tu as ton premier jet, une fois que tu as vraiment ton corpus, c'est là que commence vraiment le travail. Il faut se relire, il faut être sélectif, il faut toujours se mettre aussi dans la peau de la personne qui va lire le livre, quoi. C'est-à-dire que quand ça devient une espèce de logorée personnelle, quoi. Il y a des passages, des chapitres entiers où je parle de moi et ils sont pas intéressants, quoi. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'in fine, j'arrive un petit peu à
tu vois, raffiner le truc pour être sûr in fine que c'est bien l'aigle et pour être sûr in fine que c'est bien le Bouddha de la compassion. Et l'aigle, c'est marrant parce que c'est pas les mêmes énergies. Voilà, l'aigle, ça a été le plus facile à écrire, quoi. Parce qu'on est très proche énergétiquement. Voilà, c'est vraiment un esprit avec lequel je suis tous les jours. Le Bouddha de la compassion, c'est un sacré... ça a été vraiment... J'étais à l'œil, hein. Ça m'a demandé une discipline de faire, quoi. C'est-à-dire qu'il le dit dans le livre, hein, quand j'étais pas aligné sur les préceptes bouddhistes, je pouvais pas écrire, quoi. Tout simplement. Donc il y a eu des semaines complètes, parce que je suis parti évidemment, je me suis vautré, j'étais au Costa Rica, il y a des moments où c'était pas du tout, c'était olé olé, quoi, tu vois. Et quand c'était olé olé, je pouvais pas écrire, tout simplement. Et les esprits attendent jusqu'au moment où tu es de retour, en fait, dans leur dharma, dans leur énergie, et quand tu es de retour, tu peux à nouveau écrire, quoi. Donc voilà, j'écris un petit peu sur commande des esprits, quoi. Et Mère, ça a été le gros travail de dégrossissement, voilà. Et aujourd'hui, je le fais avec beaucoup plus de fluidité, de facilité, parce que j'arrive à repérer plus facilement mes propres dévoiements et mes propres délires, en fait, quoi. Voilà, merci pour la question. Est-ce que ça veut dire qu'il y a qu'il y a une façon d'écrire justement qui est différente d'un livre à l'autre? Du coup, on ne reconnaît pas votre style d'écriture. C'est ça. Bon, j'ai un style, quoi, mais chaque livre est très différent. Ouais, parce que c'est pas la même énergie. C'est pas. En fait, Mère est complètement différent de Amour, Force et Lumière. C'est pas le même ton. C'est pas la même voix qui s'exprime, en fait. Et voilà, je trouve ça intéressant, quoi. Mais il y a deux phrases aussi qui. Oui, complètement. Ouais. Peut-être qu'un jour j'écrirai mes propres livres. Quand j'aurai terminé d'écrire pour les esprits. Mais je sais qu'un jour j'aurai terminé mon travail avec les esprits et que je serai plus, comment dire, dans des choses personnelles peut-être, quoi. Ça fait partie du deal, ça fait partie du contrat. Là, je suis plutôt en fin de parcours dans ce genre d'approche. Voilà, je sens que je vais encore faire le tome 2, je vais faire la deuxième partie de Mère, je vais écrire la deuxième partie des 8 circuits de conscience et après, je serai libéré, quoi. Libéré dans le sens que je pourrai écrire mes propres trucs que personne ne lira, parce qu'ils seront moins intéressants. Ces livres-là, oui. Est-ce qu'ils ont été aussi inspirés par des esprits ou c'est juste... Pas tous, non, pas tous. Bon, ça a un petit peu commencé avec les 8 circuits de conscience, où je sentais qu'il y avait quand même des forces qui étaient là, parce qu'en fait, je parle au pluriel dans ce livre, c'est nous. Je disais, mais c'est qui nous, en fait, voilà. On m'a fait la remarque, hein, de me dire, oui, mais pourquoi tu dis nous j'étais pas seul, mais c'était pas complètement affirmé, quoi. Et entre les 8 circuits de conscience et Mère, il y a eu une longue période de 7 ans. 7 années de disette où j'ai pas écrit de livre, et à Mère, ça a ouvert le canal, voilà. Par contre, les manuels, c'est vraiment moi qui parle dedans, parce que la voix du tambour, c'est le résumé de ce que j'enseigne, voilà, dans le chamanisme, et la voix du souffle, c'est le résumé des sessions de méditation que je donne, voilà, dans la tradition de Vipassana, quoi. C'est des manuels très terre à terre, posés, voilà, sans esprit qui viennent faire des apparitions, quoi. Tout à l'heure, tu as situé Amour, Force et Lumière par rapport au plan du bas, au plan du milieu et au plan du haut. Néanmoins, j'aimerais quand même que tu nous parles de ce que représente l'amour et ce que représente particulièrement la force. Parce que derrière le mot amour, on a beaucoup de choses, ouais. Et derrière le mot force aussi. Mais complètement. C'est intéressant, Joachim, cette question que tu me poses, parce qu'on me l'a déjà posée plusieurs fois, parce que ce sont des termes très forts. En fait, l'amour, la force, la lumière, c'est un peu, voilà, amour, gloire et beauté, quoi. C'est des termes, en fait, qui sont remplis de signification et qui ont aussi été, comment dire... en fait, c'est un petit peu comme si les mots avaient aussi un esprit, ils ont aussi une âme, ils ont aussi une mémoire, et selon ce qu'on en fait, ils sont aussi entachés dans leur histoire, bien évidemment. Un mot qui a été beaucoup... voilà, dévoyé, mal utilisé, c'est le mot Dieu, par exemple. Hein. Moi, dans certains contextes, quand je fais des apparitions, que j'explique mes livres, je dois parfois faire attention aux mots que j'utilise, quoi. Voilà. Ça, c'est lié à l'histoire des mots, quoi. C'est-à-dire que les mots, ils sont aussi entachés, ils ont aussi des névroses, ils ont aussi des traumas, ils ont aussi été mal utilisés, ils ont aussi été abusés, les mots. Hein. C'est important de le savoir. Et en fait, avec ce livre, effectivement, ce que les esprits tentent de faire, c'est vraiment de redéfinir ce que c'est que la force. En tout cas,
d'un point de vue spirituel, quoi. Voilà, la force d'un point de vue spirituel, c'est pas la force dans une notion de violence ou de pouvoir, etc. C'est vraiment la force dans l'idée d'un ancrage, quoi. C'est la force dans l'idée d'avoir les pieds sur terre et d'être en contact avec la nature sauvage, d'être en contact avec des forces qui nous, c'est le cas de le dire, des forces qui en fait génèrent un certain enthousiasme, un certain élan, voilà, une certaine volonté aussi d'être actif, voilà, d'être actif dans le monde et pas juste contemplatif, quoi. Et c'est un aspect vraiment très chamanique de la spiritualité, cet aspect, voilà, le bouddhisme, on est très contemplatif, il y a même une volonté, voilà, de dissolution, voilà, c'est-à-dire de partir, quoi. C'est ça le nirvana, hein. Le paranirvana, c'est partir, quoi. Dans le chamanisme, on revient sur terre, quoi. Et la notion de force, l'animal de force ou l'animal de pouvoir, comme on dit en anglais, c'est power animal. C'est vraiment l'idée que c'est un esprit qui nous maintient dans notre corps, qui nous maintient sur la terre, qui nous maintient dans un ancrage, quoi. Et dans cet ancrage, il y a de la force. Cette force, on va la chercher, quand elle manque, on va la chercher dans plein de choses qui sont du domaine justement du monde du milieu. Voilà, notamment les stimulants, notamment plein de plantes, telles que le café, telles que le thé, telles que le sucre, telles que, etc., etc. L'idée des esprits, c'est que à partir du moment où on est connecté au monde d'en bas avec la force spirituelle, on a peut-être moins besoin après de consommer des choses qui sont du domaine de la consommation, on va dire, matérielle. C'est intéressant que, tout à l'heure, j'écoutais France Inter en venant ici et il y a eu toute une émission cet après-midi sur le café. Voilà, il y a un livre qui vient de sortir apparemment qui s'appelle La jungle du café, sur l'impact du café sur les écosystèmes, sur le fait que le café c'est un des plus gros business au monde, etc. Et c'est marrant parce que le café, d'un point de vue chamanique, c'est vraiment un des grands esprits du monde du milieu, quoi. Le café, le tabac, etc., etc. C'est des esprits qui dominent la scène, quoi. Et en fait, on les consomme, ces esprits, parce qu'on n'a justement pas cette force qui vient du monde d'en bas, quoi. Donc une des premières choses qu'on fait quand on pratique chamaniquement, en tout cas dans la tradition dans laquelle j'ai été formé, c'est qu'on va chercher la force d'en bas pour un petit peu se libérer de tout ce besoin de consommer des choses, etc. C'est-à-dire que là, le retour de l'aigle, par exemple, et je l'explique dans le livre, enfin c'est l'aigle qui l'explique de son point de vue, le retour de l'aigle dans ma vie, ça m'a libéré de plein d'addictions, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, il m'a ramené ma force, et cette force, elle est comment dire, tout aussi valable que la force que peut apporter, voilà, quelque chose qu'on consommerait dans le monde du milieu, quoi. Oui, pour boucler la boucle de cette histoire de café, j'en parle parce que j'écoutais ça sur France Inter cet après-midi, voilà, j'étais en route, et ça m'a rappelé mon tout premier voyage en solitaire, c'était au Mexique en l'an 2000, donc il y a 25 ans, et j'ai été envoyé, c'était en fait un projet humanitaire, voilà, j'ai été bouclier humain, c'était dans le cadre de la guerre civile au Chiapas. Et je suis allé dans un village au fin fond de la jungle au Mexique, voilà, j'étais étudiant à l'époque, et en gros la présence des observateurs, voilà, j'étais un observateur, empêchait l'armée mexicaine d'avancer. Donc j'étais vraiment un bouclier humain, quoi. Donc je suis resté plusieurs semaines dans ce village, et au retour, ça m'est revenu tout à l'heure, hein, au retour, en écoutant cette émission sur le café, au retour de ce village, je me suis retrouvé avec en fait un petit producteur de café qui allait vendre son café. Donc on a pris un collectivo. Les collectivos, c'est les espèces de camionnettes collectives, c'est comme les bus au Mexique, hein, voilà, que vous pouvez qui traversent les campagnes, voilà. Donc on s'est retrouvé dans un collectivo, on était juste les deux, on était en fait c'est un collectivo, il y avait une cabine devant pour le conducteur et nous on était derrière, voilà, en plein air, et on s'est repris la pluie pendant 6 heures avec ce type. Et j'ai pris conscience ce jour-là du fait que la prochaine fois que je boirai un café, je remercierai en fait le producteur, quoi, parce que j'ai vu ce que vivent ces gens, quoi. Et comme c'est dur, et comme c'est vraiment des vies incroyables, quoi. Et ça, en fait, je pense que ça peut être compensé justement par la présence du monde d'en bas et la présence de la force spirituelle, c'est-à-dire qu'on consomme moins de choses du monde du milieu, quoi. Voilà, c'était une longue digression pour en arriver à une conclusion assez comment dire, voilà, qui est du domaine de, voilà, plutôt puiser sa force dans le spirituel que dans des choses qu'on consommerait, quoi. Ensuite, dans le monde du milieu, l'idée de l'amour est la suivante. L'idée, elle est vraiment d'ouvrir la notion d'amour à quelque chose qui n'est pas seulement entre deux êtres humains ou entre êtres humains, qui est en fait une perception de l'amour qui est très anthropocentrée. En fait, évidemment, l'humanité est très anthropocentrée, hein, par définition. Évidemment, on est anthropocentré parce qu'on est anthropos, quoi.
Donc l'amour, c'est entre êtres humains, voilà. Et en fait, quand on commence à vraiment chamaniser, et c'est aussi un apport du bouddhisme, hein, bien sûr, on se rend compte que la notion déjà de relation, elle n'est pas uniquement limitée aux êtres humains. On est aussi en relation avec les animaux, on est aussi en relation avec les végétaux, on est aussi en relation avec les minéraux, on est aussi en relation avec les paysages. J'aime bien dire les paysages aussi. Les paysages, on est aussi en relation avec eux. Et voilà, d'une manière réciproque, ils sont aussi en relation avec nous, bien sûr, quoi. Et en fait, ce qu'essaie d'expliquer L'Aigle dans les chapitres qui concernent vraiment l'amour, c'est qu'il y a aussi de l'amour dans cette relation-là, quoi. C'est-à-dire que le sentiment amoureux, voilà, tel qu'on peut l'avoir entre deux êtres humains, on peut aussi le ressentir, voilà, on peut aussi être amoureux d'une cascade, on peut aussi être amoureux d'un beau paysage, on peut aussi être amoureux d'un coin de terre, et cet amour, il est tout aussi nourricier, tout aussi important et tout aussi fécond qu'un amour anthropocentré. Voilà. Et en fait, au départ, le monde du milieu, c'est-à-dire le monde de l'amour, c'était un monde dans lequel les chamans, et j'en reviens à notre tambourinage de tout à l'heure, les chamans passaient leur temps, et c'est ce qui se fait encore voilà, dans certaines traditions où je suis allé, notamment au Mexique, à remercier. Voilà, donc on remercie l'environnement, on remercie pour les récoltes, on remercie les esprits de la pluie, on remercie tous les esprits pour maintenir le lien d'amour qui nous relie, quoi. Et en fait, dans notre culture, on a beaucoup mécanisé, voilà, il y a la technologie qui est apparue, les métaux, hein, j'en parlais tout à l'heure. Mais ça m'est arrivé, notamment chez les Indiens Huichol au Mexique, où je suis allé 2 fois, c'était en 2008 et en 2009. Et c'est vraiment une peuplade qui vit isolée dans les montagnes, c'est un petit peu vraiment des résistants, hein, spirituellement parlant. Et chez ces gens-là qui vivent des vies très dures, voilà, c'est sur les hauts plateaux mexicains, il fait extrêmement chaud le jour, il fait extrêmement froid la nuit, la terre est très pauvre, c'est que de la caillasse, voilà. Le fait de remercier les esprits au moment de semer le maïs, le fait de remercier les esprits au moment de creuser le puits, etc., c'est quelque chose qui fait partie vraiment de la vie, je dirais, religieuse de ces gens, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes toute l'année, il y a des remerciements pour les esprits, on remercie la pluie, on remercie la terre, etc., etc. Parce que leur survie en dépend. Et de leur point de vue, c'est une fois encore un échange d'amour entre la terre-mère, entre la pluie, entre le soleil, entre les animaux qui se donnent, et nous, on leur donne quelque chose en échange aussi, quoi. Et comme l'explique L'Aigle, et c'est là toute la subtilité de l'enseignement des esprits, c'est que selon les mondes dans lesquels on se trouve, les offrandes ne sont pas de la même qualité, en fait. Dans le monde du milieu, on aime bien offrir des choses matérielles. Voilà, je vais au pied d'un arbre, je vais déposer du tabac, je vais faire brûler de la sauge, comme ici, hein, parce qu'on est dans le monde de la matière. Mais dans les mondes transcendants, en bas et en haut, en fait, les esprits attendent plus de nous, leur salaire, en fait, la devise, voilà, qui les fait fonctionner, c'est en fait notre alignement. Donc on paye en fait les esprits des mondes transcendants avec notre dharma, quoi. C'est-à-dire que plus vous êtes une personne alignée, qui est dans le respect, etc., plus en fait vous serez accompagné de ces esprits-là, parce que c'est ça qui les nourrit, quoi. Donc le fait de faire des offrandes, c'est quelque chose qui est très lié au monde du milieu et à la survie vraiment matérielle, au fait de vraiment remercier l'arbre, remercier le gibier dans les peuples de chasseurs, etc., remercier pour les semis, etc. Mais quand on est en contact avec des esprits comme Avalokiteshvara ou les animaux de pouvoir du monde d'en bas, ce que ces esprits-là attendent de nous, c'est plutôt des valeurs, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on respecte des valeurs. Évidemment, de temps en temps, de battre un peu de tambour et de leur chanter une petite chanson, ça leur fait plaisir aussi. Mais c'est pas ça le plus important pour eux. Pour eux, le plus important, c'est de respecter le truc, quoi. Donc il y a différents étages, différentes fréquences, différents types de relations aussi. J'espère que j'ai répondu à ta question, Joachim. Merci. Peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, quand on dit respecter les valeurs, c'est être aligné avec ce pourquoi on est incarné. C'est quoi exactement? Excellente question. Alors là, on est parti jusqu'à demain matin. J'espère que vous n'avez rien de prévu avant Noël, hein, parce que... Alors, ouais. Dans le livre, L'Aigle explique qu'en gros, on a tous des intentions qui ont été définies au moment de nous incarner. Voilà. Je sais que ça peut sonner un peu New Age de dire ça comme ça, mais c'est très chamanique, hein. Et il y a une intention parmi ces intentions qui est la plus importante, et il appelle ça l'intention maîtresse, quoi.
Et un des buts de la vie, quoi, le sens de la vie, c'est de redécouvrir notre intention maîtresse parce que nous l'avons oubliée. Hein. Il y a toujours cette notion d'oubli. Hein. L'oubli, c'est vraiment, voilà, hein, c'est le problème spirituel numéro 1. Donc on a oublié le sens de notre incarnation, notre intention maîtresse. Et en fait, c'est ça, tout tient à cette histoire d'intention maîtresse, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez retrouvé, voilà, parce que l'intention maîtresse est noyée dans plein d'intentions qui sont aussi liées à notre environnement familial, aux projections, à notre éducation, à nos névroses. Tout ça, c'est des intentions aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous avez été blessé, si vous avez été abusé, si vous avez vécu une vie plutôt sympa, une vie plutôt difficile, dans un environnement plus ou moins toxique, tout ça, ça va influencer en fait, nos intentions, mais dans cette espèce de gloubi-boulga d'intentions qui partent dans toutes les directions, il y en a une qui est au centre et qui est alignée sur ce qu'on est vraiment venu faire, quoi. Et c'est pour ça que la notion de diète, la notion de purge, la notion de nettoyage spirituel, ce sont des notions tellement importantes, parce qu'en faisant ces choses-là, on se rapproche petit à petit. Moi, je suis assez dans une approche, voilà, c'est petit à petit, hein, pas à pas qu'on se reconnecte, hein, c'est pas forcément en claquant des doigts. Et une fois qu'on est aligné, ben, les esprits sont contents, quoi. Parce qu'on se souvient. Et on se souvient aussi de leur existence. Et on se souvient aussi du fait qu'ils étaient là quand on a décidé de s'incarner, etc. C'est ce qu'explique l'Aigle Royal dans le livre. Il explique qu'en gros, on se connaissait déjà avant, quoi. Et que quand on s'est retrouvé ce fameux après-midi de 2006 que je décris dans le livre, enfin qu'il décrit à travers moi dans le livre, ben en fait, c'était des retrouvailles, plus que vraiment voilà, une découverte inédite. J'ai retrouvé l'aigle qui m'avait déjà briefé avant ma naissance, etc. Quoi. Et en fait, moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai perçu en lisant le livre, Ouais. par rapport à l'amour, justement, dans ce fameux nom du milieu, et Ouais. donc l'amour des nous. C'est... Et du coup, cet alignement, c'est en fait, de se souvenir aussi qu'on est, nous, enfin, qu'on est amour, qu'on est, et que l'amour de soi-même, ben, c'est l'alignement. Et en fait, enfin, pour moi, ça part de là. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je l'ai perçu. Mais c'est ça. C'est ben, quand on se retrouve, en fait, hein, et qu'on s'aperçoit, oui, qu'on est amour pour soi-même. Et bien du coup, tout se met en place. Et cet amour au niveau du monde du milieu, moi je l'ai vraiment ressenti comme quelque chose de très, très humain en fait. Que c'est là, il faut se souvenir juste qu'on est amour, vraiment. Voilà. Complètement. Et dans le tome 2, notre ami, le blanc nacré, comme je l'appelle, parce que c'est sa couleur, hein, il est blanc nacré, dans la tradition tibétaine, explique exactement ce que vous venez de dire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre qui s'appelle « Aime-toi », et le chapitre suivant s'appelle « Toi-même », donc « Aime-toi toi-même », et il y a l'archange Gabriel qui débarque aussi, je vous fais quelques spoilers là, et qui insiste sur le fait que ça commence par soi-même, quoi. Et ça revient aussi à la source du bouddhisme historique, parce que le bouddhisme historique, donc le petit véhicule du bouddhisme, au départ, l'enseignement du Bouddha était vraiment très individualisé, quoi. Si tu médites pour toi, en fait, pour commencer, pour te nettoyer, pour te réaligner, parce que tant que, voilà, il faut commencer par la case départ, quoi. Et la case départ, c'est soi-même, en fait. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et je pense que c'est aussi, ce que vous venez de dire, c'est aussi un peu le message pour la suite. Hein. Là, vers quoi on va, hein. On est bien d'accord, hein. On est à la fin de l'année, il y a une nouvelle année qui va commencer. Et je ne sais pas vous, hein, mais ça a bien usiné là, pendant 2025, quoi. Et là, en fait, il faut vraiment être avec soi-même, quoi. C'est le retour à soi, hein, total. Hein. Après, le reste suivra, hein, peut-être, hein, mais déjà, c'est bien d'être avec soi-même, quoi. Vous êtes en contact avec les esprits. Vous parlez de blanc nacré. Y en a-t-il d'autres avec lesquels vous avez un privilège ou une priorité ou un côté plus sympathique avec lesquels vous aimez correspondre?
Et quand vous êtes en communication avec eux, est-ce qu'ils s'identifient? Est-ce que vous savez vous les identifier dans cette approche? Alors, dans mon travail chamanique, aussi de guérisseur, hein, parce que c'est un petit peu ça l'idée aussi, j'ai toute une boîte à outils d'esprit, voilà, qui travaille avec moi, que je connais depuis un certain temps. Voilà, bon, l'aigle, c'est un petit peu le chef d'orchestre, voilà, donc je le connais très bien. Mais il y a d'autres esprits qui se pointent en général, quoi, les esprits des directions, etc. Le plus stable de tous les esprits, c'est ce qu'explique l'aigle. Voilà, il est très chauvin avec lui-même, l'aigle. C'est moi le plus important, en gros, quoi. Mais il a raison, c'est vraiment le socle, là. Voilà. Et ensuite, sur la boussole, voilà, il y a un socle et il y a une boussole qui vient avec différents esprits, différentes directions en haut, etc. Il y a des changements parfois et ça dépend un petit peu de où on en est aussi géographiquement. Voilà, quand j'étais par exemple au Costa Rica, mes esprits ont changé sur ma boussole. Donc j'étais en contact avec plutôt l'esprit de la cascade, avec l'esprit du volcan, avec l'esprit... Et depuis que je suis revenu en Europe, ben, j'ai récupéré mes esprits d'ici, quoi. Voilà. Et parmi tous ces esprits, pour répondre à votre question, en ce moment, un esprit qui est très présent, ben, c'est la Vierge de Guadalupe. Parce que pendant que je terminais justement d'écrire Amour, Force et Lumière, à la fin de ma diète costaricaine, avec ma compagne, nous sommes partis au Mexique. Voilà. Moi, c'était la 4e fois que je retournais au Mexique sur tout mon parcours, en fait. Et nous sommes allés à la basilique de Mexico. C'est comme Lourdes, en fait, mais version Amérique latine. Donc la basilique de Nuestra Señora de Guadalupe, à Mexico City. Et là-bas... je crois que je me suis vraiment connecté à... Elle m'a même dit l'autre jour que... en gros, qu'elle compte sur moi, quoi. Je sais pas encore ce que ça veut dire exactement. Mais depuis que j'ai rencontré cette Vierge à Mexico, alors je la porte, j'ai des t-shirts de la Vierge, j'ai ramené 25 tableaux de la Vierge de Guadalupe. Dans l'avion, j'avais un tableau, je l'ai fait bénir la basilique. Alors c'est sympa le Mexique, hein. Si vous voulez vraiment vous reconnecter au christianisme, il faut aller en Amérique latine, les amis. Vraiment, hein, ça change tout. Là-bas, t'as le prêtre à la basilique, il a les Ray-Ban, quoi. Il est en train de, vraiment avec l'afro, quoi. Il a une afro, le gars, quoi. Il est en train de bénir tes objets, voilà. Il bénit ta Vierge, j'ai ramené une statue aussi, etc. Donc ça, c'est un esprit avec lequel je travaille pas mal en ce moment et qui est bien présent parce que je l'ai aussi mis dans le livre. Et sinon, en ce moment, je suis en train de me réconcilier ou de retrouver, étant donné qu'après de nombreuses années de voyage, et j'ai aussi vécu dans les Pyrénées, j'ai vécu dans différentes régions, je suis retourné dans ma région natale en Suisse. Et dans ma région natale en Suisse, il y a un lieu qui s'appelle l'étang de la Gruère, c'est dans le Jura suisse. Et ça a été mon point de départ, j'en parle aussi, vraiment de mon histoire chamanique. Voilà, c'est la première fois que j'ai pris des plantes psychédéliques, c'était là-bas, c'était en 1996, quand j'avais 20 ans, quoi. Et c'est un lieu que dans mes voyages chamaniques je visualise, et ce lieu il a un esprit aussi, et depuis que je suis revenu en Suisse, en fait je suis en train de redécouvrir cet esprit, et j'ai envie aussi d'aller faire des vidéos sur ce lieu, pour montrer le lieu, pour faire des exercices, etc. Donc en fait, selon les esprits qui apparaissent dans votre vie, ils vont vous faire des choses aussi, ils vont avoir une influence, ils vont avoir, etc., quoi. Voilà, il y en a quelques-uns, quoi. Ça dépend beaucoup de où on en est, hein. Quand je suis revenu d'Amazonie, j'ai été beaucoup en présence du jaguar, du colibri, etc., qui ont été très très présents pendant plusieurs années, pendant l'écriture du livre, quoi. Ensuite, ils se sont un peu atténués parce que je suis sorti justement de mon écriture et qu'il y a d'autres esprits qui ont débarqué, notamment Chenrezig, voilà, qui a débarqué pendant la période 2020, 2021, 2022 pour un petit peu m'expliquer ce qui se passait de son point de vue à lui, quoi. Merci. Alors, moi, ce qui m'a interpellée, qui questionne, ça m'a vraiment questionné, c'est une approche dont tu parles dans le livre, justement de te connecter aux directions. Ouais. Donc nous, moi, c'est ce que j'ai appris avec l'enseignement Lakota, et qu'on pratique. Mais toi, du coup, de ce que je connaissais de toi, c'est se connecter aux directions, c'est quelque chose qui t'est venu avec tes esprits, spontanément, ou suite à un enseignement? Non, je l'ai appris avec Michael Arner, ça, à l'époque qui lui-même avait reçu l'enseignement amérindien, etc., quoi. Donc c'était vraiment quelque chose qui était intégré
aux formations, ou quand on se revoyait entre enseignants, il y avait toujours l'appel des directions, etc. etc. Après, depuis que la dernière fois qu'on s'est vu, il y a à peu près 10 ans, tu vois, le temps a passé. Hein, j'ai raffiné ma manière de faire les directions, etc. quoi. Et il y a un exercice d'ailleurs qui est dans le livre, hein, la boussole chamanique, où l'aigle explique en fait, voilà, sa manière de faire les directions, etc. etc. Mais c'est marrant que tu me poses cette question, Florence, parce que ça a toujours été la question de dans quel sens on tourne, etc. etc. Ah, non, mais moi je trouve que c'est quelque chose que j'ai appris pour monter en quête de visibilité. Et je trouve ça génial. En fait. C'est quelque chose qui permet, tu parlais d'ancrage et de force. C'est vraiment se positionner, complètement. Voilà, les 4 directions, voir ce qui vient pour les voyages, mais à force, ça devient pareil, c'est les allées qui sont sur les mêmes qui se présentent. Complètement, plus ou moins. Mais moi, ça me mène une structure, ça manque. Oui, bien sûr. Ça vient poser une géométrie autour de moi qui fait que, voilà. Et puis après, la dernière direction, c'est le cœur. C'est moi. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est une structure. Ouais. Et que je trouve super intéressant, mais c'est vrai que j'ai pas abordé ça avec toi. Et ça m'a fait hyper plaisir en fait de voir que tu l'abordais aussi. Oui, bien sûr. Oui, c'est la base. Hein. Je disais par rapport au fait de tourner dans une direction ou une autre, moi je viens du Mexique. Hein. Donc j'ai commencé mon parcours en l'an 2000 chez les Mayas, après je suis allé chez les Huichol, tu vois, c'est très mexicain. Et en fait, je m'étais toujours demandé dans les stages, notamment, j'ai changé depuis, hein, mais pourquoi je tournais toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et ça scandalisait les personnes qui venaient d'Amérique du Nord, des traditions Lakota, pourquoi Laurent tourne dans le mauvais sens, quoi. Ça, c'est l'histoire de chaman, vous voyez. Et en fait, c'est parce qu'au Mexique, il tourne dans l'autre sens, quoi. Voilà. Et ça, je l'ai découvert à l'époque en lisant des bouquins. Et... Ouais, mais complètement. Et en fait, c'est les voladores. En fait, il y a une tradition au Mexique. Et c'est assez fou parce que toutes les boucles se bouclent en 2025, hein, pour nous faire passer à la suite. Hein. Mais quand on était à voir la Vierge, là, on est allé au musée d'anthropologie de Mexico City, qui est un des plus riches au monde, hein, que je vous recommande vivement si un jour vous allez au Mexique. Voilà. Et à la sortie, en fait, on a passé toute la journée dans le musée. À la sortie, on a vu les voladores. Donc, c'est en fait des danseurs qui sont pendus par les pieds et qui tournent autour d'un poteau. Et ils tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ils appellent les directions dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et en fait, ouais. Mais depuis, j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre juste pour apaiser les tensions dans les groupes, parce qu'il y avait toujours le groupe, mais pourquoi Laurent, etc. Mais parce que je viens du Mexique. Je viens spirituellement du Mexique. Voilà. Entre autres, hein, il y a aussi nos amis bouddhistes, quoi. Mais moi, de le voir une fois en vrai, ça m'a aussi... Je me suis dit, ah ben ouais, mais c'est eux, en fait, qui ont cette tradition bizarre de tourner dans le sens contraire, quoi. Oui. Comment on reconnaît un esprit? Parce que vous parliez du colibri, par exemple. J'imagine qu'il ne va pas se nommer, il ne doit pas connaître son propre nom. C'est à vous de découvrir qui se cache derrière je ne sais quoi, parce que c'est... Alors là, même chose que tout à l'heure, si on a jusqu'à demain matin, 6h du matin, Si j'arrive à comprendre, je reste jusqu'à 6h. Non, mais c'est ce qui fait tout le charme de l'enseignement de l'Aigle Royal, c'est que, du point de vue des esprits, voilà. Donc en fait, il y a différents mondes, voilà, certains de ces mondes sont uniquement, comment dire, on peut les visiter en état modifié de conscience, voilà, il y a le tambour, il y a les plantes, il y a plein de trucs, hein, voilà, on connaît tout ça, c'est bon. Et en fait, dans ces mondes, et l'Aigle insiste, hein, en fait, ils ont une réalité, ces mondes. C'est-à-dire que les esprits qui vivent dans ces mondes, ils existent vraiment. C'est-à-dire que l'Aigle, lui en l'occurrence, il explique qu'il a été un jour un aigle sur la planète Terre, donc vraiment l'animal, quoi. Et qu'au moment de mourir, il a choisi de transcender, bon bref, il raconte un peu son histoire, et que c'est devenu un aigle allié, quoi. C'est-à-dire que sous sa forme spirituelle, il est resté présent dans le monde d'en bas pour, en fait, accompagner un être humain. Et cet être humain, il s'avère que c'est moi, quoi.
Donc en fait, les esprits, ils ont une cohérence, ils ont une âme, ils ont une mémoire, ils ont des intentions, ils ont une vie, etc. Et c'est ça qui est un petit peu, c'est la partie la plus difficile à comprendre dans le monde occidental, c'est qu'en fait tout ça c'est réel, quoi. C'est pas juste en fait, voilà. Donc l'esprit du colibri, c'est un colibri, quoi. C'est un colibri qui est peut-être mort et en fait c'est comme si c'était en fait la partie non matérielle de son être qui est toujours vivante en fait dans les mondes spirituels, quoi. Donc il y a une notion un peu d'immortalité derrière tout ça. C'est-à-dire que quand on meurt, on quitte ce corps, mais peut-être que la forme Laurent Hugli, elle sera aussi présente voilà, dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas, ce que j'espère, quoi. Peut-être pas dans les mondes intermédiaires, quoi. Mais tout ça pour dire qu'ils ont une... Voilà. Et en fait, le colibri... il y a des colibris esprits qui sont vraiment des colibris de l'oiseau, mais il peut y avoir effectivement des colibris esprits qui sont aussi des émissaires. La Vierge de Guadalupe, elle peut m'envoyer un colibri comme messager, par exemple. Les esprits, en fait, les mondes spirituels sont tellement malléables qu'en fait, c'est une espèce de maelstrom, de fractal avec différents types d'interactions, quoi. Et en fait, ce qui permet, ça va jusqu'ici, ok, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, quoi. C'est ça. C'est en général à ce moment-là de la discussion qu'on sort les trucs interdits par la loi et qu'on les prend ensemble pour bien comprendre, quoi. C'est ce qu'avait dit le chaman d'Amazonie à Michael Harner dans les années 50. Harner qui a été un pionnier, donc, pour qui j'ai travaillé assez longtemps, qui disait que, voilà, au bout d'un moment, il posait ses questions et les chamans ont dit, bon, écoute, on va y aller ensemble et tu verras, quoi, tu vois. Donc en fait, il y a une réalité dans ces mondes et cette réalité, elle est plus ou moins perceptible selon l'état de conscience dans lequel on est. Et aussi, elle est plus ou moins perceptible aussi relativement à où on en est dans sa vie. Moi, je ne suis pas tout le temps en connexion permanente avec les esprits. Parfois, je dois faire plus d'efforts pour entrer dans les mondes spirituels, selon les trivialités de ma vie, selon les enjeux. Parfois, je suis très dans la matière et j'arrive pas trop à transcender, à aller rendre visite à mes... Voilà, je les prie, je leur parle, mais je ne suis même pas sûr qu'ils soient complètement là, quoi. Alors qu'il y a d'autres périodes où on est beaucoup plus réceptif, on est beaucoup plus dans la perception entre les mondes, etc. Et on se rend compte qu'ils ont une réalité, quoi. Et en fait, ce qui démontre leur réalité en quelque sorte, mais tout est discutable évidemment, c'est en fait les synchronicités, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, mon aigle me dit demain, et que demain, effectivement, il s'est passé la chose qui a été prévue, etc. Et c'est la manière qu'ont les esprits de nous convaincre de leur réalité, c'est souvent en produisant des coïncidences qui sont statistiquement impossibles, quoi. Voilà. C'est mesurable, quoi, du coup. Ouais, voilà. Et moi, j'en raconte une dans Le Chaman et le Psy, celui-ci de bouquin, voilà, où en fait, j'avais rendez-vous avec un de mes auteurs préférés, qui est un auteur américain qui s'appelle Del Pendel. Et Del Pendel venait au congrès sur les psychédéliques à Bâle, voilà. Et c'est un ami aussi de Jérémy Narby que je connais bien, etc. Et en gros, j'étais face à un dilemme pendant ce congrès. Soit je vais rencontrer Del Pendel à Bâle, soit je vais au Mexique chez les Indiens Huichol. Donc ça tombait sur les mêmes dates. Et je suis allé chez les Indiens Huichol, voilà, pendant 3 semaines, et j'ai laissé tomber de rencontrer Del Pendel en Suisse, etc., etc. Néanmoins, pendant mon séjour chez les Indiens Huichol, j'ai acheté un tableau traditionnel Huichol en me disant je vais l'offrir à quelqu'un un jour, voilà, que je croiserai peut-être, quoi. On était un groupe d'une dizaine de personnes et il y a eu un problème avec l'avion pour le retour en Europe. Et moi, j'ai fait partie des quelques personnes qui sont restées un jour de plus au Mexique. Donc à un moment donné, il fallait choisir, est-ce qu'on part aujourd'hui ou demain? Moi, j'ai fait un petit voyage chamanique. Mon aigle m'a dit, reste jusqu'à demain parce qu'il va se passer un truc, quoi. Le lendemain, je prends l'avion, donc voilà. Je me retrouve à Atlanta, qui est un des plus grands aéroports du monde, dans une file, en fait, quoi. Et je croise Del Pendel, qui revenait de Bâle en Suisse, quoi. Et j'avais dans mon sac le petit tableau Huichol, et ça me fait des frissons de vous le raconter, c'était il y a 20 ans, hein. Et j'ai sorti mon truc, j'ai dit, est-ce que vous êtes Del Pendel? Il m'a regardé comme ça, oui. J'ai dit, vous revenez de Jérémy Narby? Je dis, ben oui. Je lui ai dit, voilà, on était censés se rencontrer, et en fait, je suis allé chez les Huichol et je vous ai acheté ça, quoi. Et en fait, pour moi, ça a fini de me convaincre, quoi. Je me suis dit, ok. Mais c'est pas seulement la coïncidence qui était incroyable, c'est le fait que le jour précédent, l'aigle, celui-ci, celui du bouquin, m'a dit, écoute, attends un jour de plus, il va se passer un truc, quoi. Donc il y avait vraiment la coïncidence qui était prévue, etc., etc. Donc il se passe une chose de ce type sur un chemin, voilà, spirituel, ensuite ils sont passés une deuxième, ensuite une troisième, ensuite une quatrième, et au bout d'un certain temps, on se dit, ok, bon...
Vous voyez un peu le topo. Ah ouais. Je continue juste ma question. Ouais. Attendez, si quelqu'un Allez-y, quoi. Oui, est-ce que vous pensez que les esprits Ah, super, merci. sont liés à votre culture, à votre connaissance? C'est-à-dire, pour pouvoir identifier malgré tout le colibri, il faut que vous ayez appris son existence intellectuellement pour pouvoir le percevoir, ou alors vous êtes en pleine forêt, vous arrivez à percevoir des esprits dont vous n'avez jamais entendu parler. Excellente question. Alors, et c'est là on en revient à la magie de tout ça. Et c'est ça en fait, voilà, il faut en faire l'expérience. Voilà, c'est toujours la même phrase, il faut l'expérimenter. Après, le doute, ça s'atténue, hein, il disparaît jamais complètement. Hein. Moi, je dis souvent que, voilà, c'est un petit peu, j'ai des dictons perso. Tous les matins, je me réveille, je doute. Vraiment, hein, tous les soirs, je me couche et je doute plus. Mais le lendemain, je redoute. Hein. Parce que pendant la journée, il se sera passé tellement de choses incroyables que, voilà, le doute s'est évaporé, mais le lendemain, c'est reparti. Il arrive que, et même très souvent, et même de plus en plus, je trouve, que ce soit au tambour, avec des plantes, en contexte traditionnel, il y a des personnes qui n'ont jamais chamanisé, qui n'ont pas d'a priori culturel, ont la visite de certains esprits qui sont vraiment des esprits typés de la culture. C'est-à-dire que le lendemain, au moment du débriefing avec le chaman, une personne de l'assemblée va dire « Voilà, j'ai vu un esprit qui avait tel et tel... » Et le chaman va dire « Mais c'est incroyable, c'est notre déité, etc. » Et ça, en fait, c'était du domaine, je dirais, de l'incroyable et de la synchronicité, il y a peut-être 20 ans en arrière, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, les portes invisibles dans les mondes sont tellement devenues perméables que c'est de plus en plus courant. Et aussi au niveau des animaux de pouvoir, hein, il y a des personnes qui perçoivent des animaux, qui parviendront à vous décrire une espèce d'oiseau, par exemple, que la personne ne connaît pas, quoi. Et ensuite, la personne va aller sur Google et mettre sa description, et ça donne, voilà, c'est un hibou petit-duc, ou c'est aller savoir quoi. Donc c'est pas uniquement déterminé culturellement, mais pour aller dans le sens quand même de votre question, le fait d'avoir une forme de, la connaissance culturelle d'une certaine, évidemment, ça va aussi attirer des choses, quoi. Donc c'est un mélange de subjectivité, d'objectivité, de spiritualité, et c'est ça qui rend la chose très croustillante, quoi. Et c'est aussi ça qui termine, en fait, de nous rendre un peu cinglés, quoi. Ouais, parce qu'à un moment, c'est le mental, voilà, on en parlait tout à l'heure, le mental, il n'y a plus. Hein, moi, après 20 ans de chamanisme, je dis souvent, ça ne va pas augmenter votre quotient intellectuel, hein, mais ça va augmenter d'autres, l'amour, la force et la lumière, mais le quotient intellectuel, non. Par rapport à ce que monsieur disait, est-ce que justement, selon toi, un même esprit, suivant la personne, va justement prendre une apparence différente pour être perçu par la personne ou alors interprété par la personne comme étant la force, l'esprit qui correspond à celui de la tradition dans laquelle il a grandi? La réponse c'est oui. Oui, bien sûr. C'est là qu'en fait, tu vois, en fait, les mondes, c'est là que ça devient ouh, on est déjà bien ouh, mais ça va aller encore plus haut là. En fait, les mondes, plus on s'éloigne du monde du milieu, de la matière, plus les formes, en fait, se dissolvent, tu vois. Donc, t'as des sources, voilà, ou une source qui prend différents... Mais c'est un petit peu... C'est pour ça que Avalokiteshvara a... Voilà, cette apparence aussi, Avalokiteshvara, dans notre culture chrétienne, c'est Dieu. Hein. Voilà, c'est l'émanation bouddhique la plus haute de toutes, c'est celui qui chapeaute, et il a 1000 bras parce qu'il a 1000 formes, il a 1000 yeux parce qu'il voit tout, etc. Et en fait, il s'adapte, tu vois. Ces forces, elles s'adaptent, en fait. Elles vont apparaître sous différentes formes, quoi. Et nous sommes une de ces formes dans la matière. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas que les esprits qui sont concernés. Nous sommes aussi la forme que prend Dieu dans la matière, quoi, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu as une forme, moi, je suis une forme, mais la source, c'est la même, quoi. Et cette notion-là, dans la matière, elle est très individuée, parce qu'en fait, on est dans l'espace-temps, donc on peut, tu vois, moi, je suis moi, toi, t'es toi, etc., etc. Dans les mondes spirituels, c'est plus mélangé, parce qu'on est justement dans des mondes malléables, où, en fait, mon aigle, un jour, il va me dire, écoute, derrière moi, il y a autre chose, quoi. C'est-à-dire que je suis la forme que prend le divin pour, etc., etc., quoi.
Et après, il va faire une pirouette en me disant, mais toi aussi, tu es la forme que prend le divin. Il n'y a pas que moi, quoi. Enfin, tu vois, Donc, ouais. C'est un joyeux truc, hein, les mondes spirituels. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est comme des fractales hein, de Mandelbrot. Hein. C'est des formes et des patterns qui se répètent à l'infini. Et parfois, effectivement, ouais, on rencontre des... C'est pour ça que j'aime beaucoup les tankas tibétains, tout ce qui est représentation, avec des divinités qui sont polymorphes, avec vraiment des mondes qui s'interpénètrent, etc. Mais in fine, voilà, tout ça, c'est la même source qui s'exprime. Hein. Ouais. Parce que c'est une source qui est matérialisée par des représentations. Alors qu'avant qu'il y ait ces représentations, il y avait bien autre chose que l'on ne connaît pas, nous, maintenant, ouais. de notre monde. C'est ce qu'on appelle le mystère. Oui, c'est ça. Donc maintenant, on le matérialise par rapport à des choses qu'on voit transcrites, dessinées. Oui, bien sûr. Voilà. Mais d'ailleurs, notre ami, j'arrête pas parce que je l'aime bien. Mais déjà, de l'avoir en face de moi, là, je trouve ça incroyable. C'est aussi une synchronicité incroyable, quoi. Je l'ai quitté lundi et c'est comme une relation un peu complexe, quoi. Il l'explique lui-même dans le tome 2. Hein. Donc le tome 2, c'est vraiment le tome de la dématérialisation. Il explique qu'en fait, les formes, c'est le monde d'en haut. Hein. Donc les formes, elles n'ont aucune importance, quoi. Voilà. Donc c'est un truc complètement vide. Oui, mais justement, le fait de se rematérialiser par rapport à Maria, je sais pas, moi, c'est pas mon monde, moi, ça, de matérialiser par rapport à une représentation. Ouais. Mais c'est quoi votre monde alors? Eh ben, c'est immatériel. Voilà. Ben, c'est que vous êtes dans des couches de conscience qui sont tout en haut, immatérielles. Immatériel. Ouais, immatériel, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Et donc, des fois, j'ai un petit peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on a besoin des personnes ont besoin de se rattacher à des choses qui sont matérielles, justement. Ouais, je vous comprends. J'ai une solution pour vous. Je vais faire le vendeur de livres. Hein. Voilà. Ça s'appelle les 8 circuits de conscience. Hein. Voilà, avec une cartographie des différents trucs. Et vous êtes là, les chamans, ils sont là. Donc, ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans le dématérialisé. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a différentes couches de conscience, quoi. Il y a des couches de conscience dans lesquelles c'est matérialisé, et il y a des couches de conscience dans lesquelles c'est un peu moins matérialisé, et il y a des couches de conscience dans lesquelles c'est dématérialisé. Et chacun de nous, selon en fait ses affinités spirituelles, on sera plus ou moins dans ces mondes-là, quoi. Et moi, j'ai tendance à être comme vous. Mais les esprits, m'ont, en fait, comme je disais avec Mère, m'ont ramené en fait dans les formes, quoi. Voilà, parce que j'avais des choses à faire, parce que j'avais des livres à écrire, parce que etc. Mais je sais qu'une fois que j'aurai terminé d'écrire mes livres et que j'aurai fait ce que j'ai à faire, je retournerai dans l'immatériel. Donc on se retrouvera, hein, vous inquiétez pas. Mais en fait, je dis souvent, comme moi, je viens du bouddhisme, vraiment dans sa version pure du petit véhicule. Et en fait, le chamanisme m'a happé, quoi, parce qu'il y avait des choses à faire dans ce monde-là, quoi. Donc j'ai dû apprendre à connaître les esprits, j'ai dû apprendre à accepter leur existence, j'ai dû apprendre à vivre avec toutes ces formes aussi, quoi. Moi, dans le milieu chamanique, je suis une personne qui, vraiment, je suis un peu l'exemple de la sobriété. C'est-à-dire, j'ai pas de costume, j'ai pas 1 million de... Ouais, c'est assez simple, hein, vous voyez. Juste une cachichi offerte par un ami. Ça, c'est Joachim qui me l'a prêté. Ouais, j'ai ma petite... c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre chez moi. Il y a une bougie, une cloche. Mais ça, c'est un peu aberrant dans le milieu chamanique. Hein. Si j'étais vraiment à fond dans ce circuit de conscience-là, super livre, les 8 circuits, ben, j'aurais la totale, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est marrant parce que ces dernières années, justement pour pouvoir canaliser ce Bouddha de la compassion, les événements de la vie ont fait que j'ai dû me détacher de mes tambours, j'ai dû me détacher de mes livres. À une époque, j'avais une collection de tambours, j'ai plus qu'un seul tambour, c'est celui-ci. Et c'est un tambour d'une modestie, c'est mon tambour de stage, hein. C'est même pas le tambour que j'ai moi. J'avais un tambour que j'avais moi-même fabriqué, que j'ai offert à un arbre, voilà, dans le Jura, il a disparu, etc. C'était le but. Hein. J'avais une collection de livres gigantesque, voilà, suite à 25 000 déménagements, je n'ai plus ma collection, etc. À bientôt. Voilà, mais fini, j'ai pas vous faire toute une tirade sur...
Bref, il y a différents circuits de conscience. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur d'un circuit à l'autre. C'est-à-dire que tout est valable. La matière est tout autant valable que la source. Les esprits du chamanique sont tout autant valables, etc., quoi. Et ce qui est expliqué dans le livre, c'est que, évidemment, la couche de conscience qui pose le plus de problèmes dans notre culture, c'est la couche chamanique. Cette histoire d'esprit, les questions de tout à l'heure, quoi. Ces histoires d'esprit, ces histoires de force, ces histoires de représentation, ça nous travaille. Hein. Mais moi, j'aime bien ma petite vierge, j'aime bien mon petit aigle. Voilà, je suis un peu monomaniaque. C'est bien aussi. Mais je t'aime bien aussi, Chenrezig. On va le quitter ce soir. C'est pas trop que je doute, en fait, c'est que je serais trop déçu que ce soit pas vrai. Ouais, je comprends, ouais, moi aussi. Si je commence à m'y mettre, c'est merveilleux, c'est fantastique, je veux dire. Être capable, moi j'adore la nature, et si j'arrivais à rentrer en connexion avec la nature, profondément, c'est bon, c'est fini, quoi. Le reste, c'est pas important. Mais c'est pas important. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais conscientisé parce que j'ai eu ma vie sans m'intéresser au journalisme. Là, je me dis, c'est quoi la porte d'entrée pour entrer là-dedans? Je signe. C'est pas un bouquin. J'imagine qu'un bouquin ne va pas suffire. Non. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ok, donc c'est la pratique. C'est ça la porte. Un premier livre, ça. Donc la répétition, parce que moi je fais de la musique aussi, pas mal, et j'ai des états de joie, de plaisir en faisant de la musique. J'ai des fois Alors, non, il faut savoir un truc hein, sur moi. J'ai tout prévu. Hein. Moi, ma vie, c'est un truc. Ma vie, en tout cas d'auteur, tout est prévu. Hein. Vous avez une question, alors la réponse est peut-être dans celui-ci. Je peux vous dire. Hein, la réponse, là, c'est ça. Hein. Là, c'est la voix du tambour. Voilà. C'est apprendre. C'est la porte d'entrée, quoi. C'est la porte d'entrée, voyage chamanique, machin truc, avec des petits conseils, des machins. Il y a même des pistes gratos sur Internet. Je fais un peu de pub. Hein. Il y a même moi sur la couverture. Mais détachable. Hein. C'est justement pour sortir des formes, il n'y a aucun souci. Joachim, que penses-tu au niveau du timing? On va passer à la phase dédicace peut-être. Ouais, ça te va? Ok, super. Merci. Hein. Merci. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes au top. Hein. N'oubliez pas 2026, hein. C'est moi. Hein.